désir n'est pas seulement ce qui est représenté ou mis en jeu dans l'œuvre d'art, suscité, stimulé, etc., mais que l'œuvre d'art serait la résultante, pour ne pas dire le produit, mais la résultante de force créatrice, de désir de création, de désir d'expression, peut-être même un désir de recherche d'identité. Ici, je vais nommer Freud. Freud qui s'est intéressé beaucoup au désir, à la pulsion sexuelle et qui voyait dans l'acte créateur une espèce de parallèle très direct avec cette pulsion-là sexuelle. Comme si l'artiste avait une pulsion. Donc, pas juste un désir de créer, mais un besoin très profond de le faire. Et là, ça nous amène dans un autre rapport entre art et désir. Donc, ce besoin-là des artistes d'exprimer quelque chose d'intime, de personnel, donc une vision du monde, une idée, une réflexion qui prend forme dans une œuvre, qui devient la trace finalement de cette pulsion-là, en l'acte créateur, quelque chose de très, très expressif, de passionnel, encore une fois. Donc, oui, c'est une des voies qui a été explorée à la fois chez les artistes, chez les théoriciens de l'art. Quand on parle de la tendance expressionniste en art, on ne peut pas passer à côté de cette figure-là de Van Gogh qui fut tragiquement connu après sa mort. Donc, il était un être pour le moins tourmenté, ou en tout cas, on l'a présenté comme tel. Et ici, on a comme une image de son tourment avec cette oreille bandée qui, on l'a dit, cache l'oreille coupée. Oreille qui s'est coupée dans des circonstances un peu mystérieuses dont on ne rentrera pas dans les différentes hypothèses donc, qui entourent cet événement-là. Mais il choisit néanmoins de se présenter en montrant donc ce bandage qui coupe, qui cache son oreille coupée, donc de montrer cette, ce drame-là finalement qui l'a occupé, et il se montre lui-même. Donc déjà, on a un désir de se montrer soi-même. On est dans quelque chose de très, très personnel. Ce que je représente, c'est moi-même et mon tourment. Et ce tourment-là, finalement, se fait sentir au-delà de ce qui est représenté, mais également dans la façon dont c'est représenté, notamment par la présence très, très forte de la touche. Donc, quand j'exprime quelque chose, si j'ai le besoin d'exprimer quelque chose, ça se sent aussi dans le geste, dans la rapidité, dans le rythme de ce geste-là, dans l'ampleur de ce geste-là, dans les couleurs aussi que je vais utiliser. Il y a plusieurs contrastes qui sont présents et mis en jeu dans cette œuvre-là. Et tous ces éléments-là, finalement, font de cette œuvre-là, ou en tout cas de l'œuvre de Van Gogh, le prototype, ou en tout cas l'exemple parfait de l'introduction à cette grande tendance expressionniste qui va être très, très présente au 20e siècle. Alors, Jackson Pollock est cet artiste états-unien. Chez Van Gogh, on voyait finalement la présence de cette touche qui devenait de plus en plus importante. Eh bien, cette touche-là se transforme en un geste, en une expression corporelle, finalement, qui prend une ampleur beaucoup plus grande chez Pollock, mais qui serait déjà introduite ou initiée chez Van Gogh. Alors, évidemment, ici, on n'a pas un autoportrait au sens figuré du terme, mais on a quand même l'expression d'un état intérieur et très, très intime de l'artiste, donc dont l'œuvre devient la trace. Ce qui est intéressant ici, c'est que la façon de créer est différente. Dans la mesure où Van Gogh, déjà je fais la confusion entre les deux, Jackson Pollock va étendre de la toile sur le sol de son atelier et avec différents objets, donc des bâtons, des pinceaux, des seaux de peinture troués, va faire de très grands gestes qui permet finalement l'étalage, l'éclaboussure, l'éclatement de cette couleur, ou ici de cette non-couleur, sur la toile.
Et donc, c'est ce geste-là, très corporel, très dynamique, dont l'œuvre est comme la trace, finalement, le oui, témoignage. le témoignage. Et par la suite, d'ailleurs, Pollock va aller recouper des sections de la toile par la suite. Donc, il y a tout un travail qui est fait a posteriori où l'artiste va prendre une certaine distance. Donc, encore là, on a un fonctionnement assez différent. Hein. Je ne choisis pas d'emblée de représenter quelque chose de très, très précis avec un cadrage très précis. Je vais aller cadrer par la suite et donner le titre a posteriori. L'image ne rend pas justice à l'œuvre qui est de très, très grand format. Donc, on plonge aussi, encore une fois, le regardeur dans quelque chose de plus englobant, de plus impliquant, je dirais. Ou c'est ça, une autre forme d'implication qui soit plus un rapport direct, mais un rapport d'inclusion. On pourrait le voir de cette façon-là. Encore une fois, je dirais plutôt qu'on fait appel au sens et à l'émotion du spectateur, mais peut-être ici en allant dans quelque chose de plus viscéral, ou en tout cas de moins, de plus direct dans ce sens-là, mais peut-être de moins direct, c'est-à-dire que ce que je vais projeter dans cette image-là, qui est non figurative, est beaucoup plus... est beaucoup plus large, finalement. Et plus brute aussi comme émotion qui doit être... Ou pas, hein, parce qu'on peut décider complètement que ça ne vient pas du tout nous chercher parce que j'arrive pas à me sentir interpellée par quelque chose qui est non figuratif. Et alors, là, j'irais plutôt du côté de l'intellect. Donc, encore une fois, œuvre très personnelle qui appelle à différentes réponses très, très personnelles également, mais toujours ici dans ce lien avec le désir de créer cette pulsion-là, donc qui prend forme dans ce geste-là, dont l'œuvre devient la trace. La trace la plus immédiate, la plus spontanée. La plus spontanée, mais néanmoins contrôlée. Jackson Pollock insistait beaucoup sur cette dimension-là. C'était pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Il peut contrôler son geste. Il le souhaite spontané, il le souhaite le plus direct possible. Lui-même se donne cette liberté-là de pouvoir circuler autour de la toile, ce qu'on ne peut pas faire nécessairement avec un chevalet. Donc, en la posant sur le sol et en multipliant les outils utilisés, il se donne une liberté, mais il demeure quand même en contrôle de cette représentation-là. L'expérience de création est avant tout une expérience de sollicitation du corps. C'est par le corps qu'on crée, ce n'est pas par une sorte de puissance désincarnée ou entité désincarnée. Il y a mise en jeu des forces corporelles, du désir, des instincts, si on établit l'équation entre désir et instinct. Et donc, s'il y a possibilité de création, d'expression du désir de création, il y a aussi, c'est sa mise en jeu du corps. Donc, le corps, à ce moment-là, devient non seulement le médium créatif ou le médium créateur, mais aussi un sujet d'intérêt pour certaines œuvres d'art, notamment là on sort un petit peu des représentations uniquement picturales, on s'en va vers l'art-performance, mais le corps est un sujet de préoccupation, à la fois sujet de préoccupation et peut-être objet que l'on cherche à posséder, à reposséder, où on se questionne sur le statut du corps. Quand on pense de façon très, très sommaire ou rapide à l'art, on pense souvent justement à ce qu'il représente. Hein? Peinture, sculpture, photo, mais il y a différentes formes artistiques, comme on l'a déjà nommé. La performance en est une qui va prendre de plus en plus d'ampleur à partir des années 1960. Donc, d'ailleurs, pour certains historiens de l'art, il y aura un lien assez flagrant ou significatif entre cette gestuelle-là de Jackson Pollock et le désir d'agir, de recentrer l'acte créateur sur le geste de l'artiste finalement. Et donc, il va donner place à la performance. Performance comme forme artistique qui va être privilégiée par plusieurs artistes, dont des artistes femmes, qui vont y voir la possibilité de se réapproprier ce corps
de questionner leur propre identité à la fois d'artiste et de femme par le biais du corps qui est à la fois leur moyen, leur matériau de base, qui est elle-même finalement. Hein? À partir du moment où je suis une œuvre d'art, je ne peux pas, mon identité est difficilement dissociée de mon travail ou du geste créateur. Donc ici, on voit justement Orlan. On voit Orlan, donc il va opter pour cette voie-là. Orlan va s'installer sur une scène assise avec ce buste moulé, ce torse nu qui est le sien finalement et qui évoque un peu les machines distributrices qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, dans lequel le spectateur, qui n'est plus simple spectateur parce que là, il est directement sollicité, il devient participant, peut glisser une pièce de 5 francs, ou en tout cas plusieurs pièces cumulant 5 francs, en échange d'un baiser de l'artiste. Elle met en lumière le désir qu'il peut y avoir de très, très, très présent. Hein? Donc, cette femme qui offre au public, femmes et hommes, un baiser en échange d'argent. Mm-hmm. Donc, déjà, là, il y a quelque chose d'un peu ambigu ou une référence un peu tacite à l'échange de services qui dépasse la simple sphère artistique. Mm-hmm. Mais le fait que ce soit une action, une performance, je ne peux pas posséder l'œuvre. Hein, tout à l'heure, on disait que l'œuvre peut être un objet de consommation, mais ici, qu'est-ce que je possède? En tout cas, une possession très temporaire. Possession temporaire. Et est-ce que l'artiste, par le fait même, donc je reviens à elle qui offre ses services, donc qui peut échanger un baiser, l'artiste va questionner toute la place des femmes artistes dans le monde de l'art. Donc, est-ce que les femmes, pour avoir leur place, doivent user de leur charme? Est-ce que c'est aussi facile pour les femmes que pour les hommes d'avoir leur place et de quelle façon peuvent-elles faire leur place? Il y a ces questions-là qui sont en jeu à l'œuvre dans cette œuvre, justement, de Orlan. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, David. Et donc, je rappelle que le sujet qui ne sera pas épuisé par cette entrevue, mais en tout cas peut-être éclairé, en tant soit peu. Le sujet du concours Philosophie, c'est quel chemin trace le désir. Alors là, on a poursuivi le questionnement. Merci beaucoup. Merci.